À la une ce soir, exercice grandeur nature de gestion de pollution en mer. 50 hommes de la SARA et de l'Orsec maritime Antilles-Guyane ont été mobilisés ce matin. L'opération a été réalisée à proximité de la raffinerie. 4e jour du procès de Kevin Dour. La parole était donnée à ses présumés complices qui se sont expliqués sur les faits qui leur sont reprochés. Le principal accusé devrait s'exprimer demain. Une délégation de Japonais en Martinique pour constater l'avancée du projet de café d'excellence. Les représentants ont annoncé être prêts à acheter 30% de la production. Les premières récoltes pourront être réalisées dès la fin de l'année. Enfin, le salon de l'agriculture se prépare au stade Pierre-Aliquer. 200 exposants accueilleront les visiteurs dès demain jusqu'à dimanche. Lucien Ney, vice-président de la commission agriculture de la CTM, est notre invité ce soir. Bonsoir à tous, heureuse de vous retrouver dans cette tranche info que vous pouvez suivre en direct sur Facebook. Nous commençons tout de suite avec un exercice grandeur nature réalisé par les acteurs de l'Orsec maritime Antilles-Guyane et la SARA ce matin. Une opération pour tester la capacité à lutter contre une pollution de grande ampleur aux abords de la raffinerie. 50 hommes ont été mobilisés. Johan Boulard était sur place, regardez. Pas une minute à perdre. Même pour un exercice, les hommes en bleu doivent aller vite, charger cet écrémeur et l'emmener sur site rapidement. C'est un dispositif qui permet de récupérer les hydrocarbures sur la surface de l'eau. La nappe est déjà confinée dans le barrage. Donc l'objectif maintenant, c'est de placer l'écrémeur à l'intérieur du barrage pour récupérer le produit. Le scénario est simple. Cette embarcation a repéré la défaillance et donné l'alerte. Une rupture d'un joint sur les bras que vous voyez là. Donc il y a 3 bras, dont un bras de gasoil qui nous permet de réceptionner et d'expédier du gasoil. 15 mètres cubes se sont échappés et seulement 10 ont pu être isolés. Sous le scénario, le reste va être effectivement géré par la marine. D'ailleurs, seule habilité à effectuer cette opération en haute mer. Vous avez 2 remorqueurs qui sont en opération donc de chalutage, c'est-à-dire qu'ils ont déployé un barrage hauturier qui va servir de poche de récupération des hydrocarbures. Et le Maïto, qui est derrière moi, lui va mettre un écrémeur, c'est-à-dire une tête qui va venir aspirer la couche d'hydrocarbures qui se trouve au-dessus à la surface. Et ces hydrocarbures vont être stockés ensuite de l'autre côté dans 2 barrages flottants de 16 mètres cubes. Une action complémentaire à grande échelle cette fois. Objectif, mutualiser les moyens étatiques et ceux de la SARA en cas de pollution. L'exercice qui a mobilisé une 50aine d'individus a lieu une fois par an. Autre formation à la gestion de crise aujourd'hui. Les élus du Nord ont été sensibilisés par les sapeurs-pompiers à mieux appréhender les catastrophes naturelles. Une journée complète d'exercice et de débriefing à la sous-préfecture de Trinité. Voyez les précisions recueillies par Johan Boulard. Ne trouvons pas parfois les éléments de réponse, alors la panique s'installe. Parce que quand il y a crise, tout le monde, il y a le plus souvent de l'affolement, il y a le plus souvent tout un chacun ne sait pas par quel bout essayer de prendre cette crise en main. Et c'est très important, justement, comme je disais, que cette partie aujourd'hui, on aura encore demain, mais cette partie-là soit portée à la connaissance des élus, des représentants de différentes villes qui ont la charge d'assurer la sécurité de la population. Il faut se préparer, il faut se former régulièrement, s'immerger dans des situations au travers de ces dispositifs-là. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose très importante également pour les élus et pour les cadres qui ont à gérer ces situations de crise, c'est de se connaître les uns les autres. Se connaître individuellement, savoir les capacités qu'ont les personnes entre elles, et puis surtout les missions que chaque service qui est sollicité dans ces grands phénomènes de catastrophes ont, de manière à pouvoir appeler les bonnes personnes. Il faut connaître les numéros de téléphone, les mettre à jour. Voilà, c'est des petits détails du quotidien qui font que face même à une très grosse catastrophe, on a les bons réflexes au bon moment parce qu'on connaît les bonnes personnes. 4e jour du procès de Kevin Dour. Aujourd'hui, la parole était donnée à ses présumés complices. Le principal accusé, quant à lui, devrait s'exprimer demain. Compte rendu d'audience avec Alizé Lutran et Sandrine Claude.
Premier accusé à avoir été entendu à la barre ce matin, un docker du port de commerce de Fort-de-France. Il est soupçonné d'avoir participé au trafic en dissimulant les sacs de cocaïne dans des conteneurs en partance pour l'Hexagone. Lors de sa déposition, l'homme avait indiqué aux enquêteurs connaître le contenu des cargaisons. Il a maintenu sa version des faits. En tout, il aurait reçu 80 000 € pour ses services. C'est quelqu'un qui avait des responsabilités sur le port, qui gagnait certes bien sa vie, mais qui par contre était complètement submergé par les dettes. Et lorsqu'il a été approché, on lui a proposé de l'argent. Il a vu comme solution de pouvoir apurer ses dettes et il a fonctionné dans la combine sans plus, sans volonté de nuire à la société ni quoi que ce soit, simplement chercher à se sortir d'une mauvaise passe. Giboyot, il a eu un contact avec une personne, il l'a reconnu, il a été constant dans ses déclarations. Il ne connaissait pas du tout la structure, il ne savait pas du tout à qui il avait affaire. Il avait des contacts avec une seule personne. Donc ce n'est pas la clé de voûte, on dira, de ce dossier. Dans l'après-midi, d'autres complices présumés ont été entendus. Durant leurs auditions, Kevin Dour, toujours seul dans son box vitré, montrait des signes d'agacement. Il tressaillait nerveusement. On le voyait parfois esquisser un sourire narquois. Et puis la minute d'après, serrer très fort les poings. Et puis vous le savez, hier, les avocats des accusés ont tenté de faire retirer du dossier les retranscriptions téléphoniques. Mais la Cour a rejeté cette requête, ce qui signifie que cet élément reste à charge contre les accusés. Kevin Dour, principal accusé dans ce dossier, vous le savez, devrait être entendu demain. Le projet de la culture du café d'excellence en Martinique avance à grands pas. 2 parcelles ont été retenues, une au Morne-Vert, la seconde à Balata. Les premières récoltes pourront être réalisées en fin d'année. Le président du parc naturel et les représentants du Japon, qui prévoient déjà d'acheter 30% de la production, se sont rendus sur place. C'est un reportage d'Alizé Lutran et de Sandrine Claude. Ici, sur la parcelle la plus importante, à Balata, 2 hectares de plants de café ont été plantés. Au total, avec l'autre exploitation expérimentale du Morne-Vert, d'ici 2 ans, plus d'1 tonne de grains pur arabica sera commercialisée. 30% de la récolte s'envolera alors pour le Japon. Ces 2 experts en café veillent sur leur future récolte. Ce qui est important, c'est l'histoire de ce caféier, l'histoire de ce café. Et pour la France, pour la Martinique, il faut que cette tradition continue. Donc c'est difficile de dire comment on va vendre ce café. C'est d'abord se baser sur l'histoire des Clieux qui a amené ce café et le commercialiser d'abord avec cette étiquette. D'ici 2020, le parc naturel de Martinique espère voir fleurir 20 hectares de ce grand cru. Revendu 30 € le kilo aux Japonais, le partenariat est une aubaine pour le territoire. Ce sont des cultures de niche, à l'instar du cacao et à l'instar de la vanille que nous allons développer très certainement avec la commune du Gros-Morne. Nous avons signé une convention entre le parc naturel et les producteurs. Le président Alfred Marie-Jeanne a souhaité que les agriculteurs puissent recevoir gratuitement les plants, à charge pour eux, et puis effectivement de respecter le protocole que le parc propose. En attendant de nouvelles expérimentations, le premier cru de ce café sera dégusté pour la première fois au JO de Tokyo en 2020. Et c'est Alfred Marie-Jeanne, le président de la collectivité, qui sera chargé de le faire découvrir au Nippon. Agriculture toujours avec ce rendez-vous très apprécié par les familles et tous les amoureux de produits locaux qui se préparent. Le salon de l'agriculture ouvrira ses portes demain matin, 9 h au stade Pierre-Aliquer à Fort-de-France. 200 exposants, 80 000 visiteurs attendus. Hubert Bornil et Michelet François ont assisté aux installations. Regardez. Je suis en compagnie de Raymond, électricien. Alors ça aussi, c'est l'installation. Vous entendez travail, gros travail gaoulé. Alors il faut dire que le salon, cette année, présente 2 aspects. Il y a une partie extérieure, la pépinière des 3 îles et le jardin de permaculture. Et puis Raymond nous a allé, regardez qui monnaie ça a installé là-bas. Voilà. Et puis on va revenir tout à l'heure. Les agricultures durables, c'est le thème de ce salon prévu sur 3 jours sur le parking du stade Aliquer à Dillon. L'objectif étant d'exposer la pluralité du monde agricole et surtout le savoir-faire des professionnels de la filière. Le pôle animalier aussi sera représenté. Le brahman, mouton, matnik et autres animaux de la ferme seront au rendez-vous, sans oublier bien sûr les plantes. On essaie de regrouper tout le monde pour que nous puissions travailler ensemble, dans un même but. Et surtout, protéger notre environnement.
Un détour par le jardin agroécologique, l'occasion de découvrir quelques fruits rares tels que le jac. Un espace a été entièrement consacré aux agriculteurs et pépiniéristes. On est malheureusement un petit peu extérieur, mais il faut venir nous voir quand même. On a regroupé un certain nombre de gens qui sont passionnés sur la permaculture, sur le lombricompostage, sur de la syntrophie. On a essayé de regrouper tout ce qui existe comme fruits ici, qui ne sont pas forcément des fruits locaux, mais il y a toutes sortes de fruits. On a du mamin, par exemple, qui est un arbre local, qui est de la famille des corosol, qui n'est pas très connu, mais qui est un vrai fruit local. On a du jacquier, qui n'est pas forcément local, mais qui est assez impressionnant comme fruit. Le jardin créole comme si on y était. Valorisation des déchets, compost et la permaculture. Le public sera directement au contact des professionnels. Nous sommes sur une surface où c'est du gazon, donc, et nous avons tenu à proposer un exemple de permaculture. Le Matinique Agri ou encore la rencontre avec le monde agricole. Le salon reste ouvert durant ces 3 jours de 9h à 19h. On l'a bien compris, le salon de l'agriculture voit grand cette année, notamment avec cette partie-là, ce jardin de permaculture qui se trouve à l'extérieur. Alors à l'extérieur, vous avez ces 3 stands avec les acteurs qui sont présents, les fruits, les plantes. Il faudra vraiment venir de ce côté-là aussi. C'est juste en bas Cocoa, là dit-on toujours, derrière ce stade-là. Donc voilà, le rendez-vous est fixé. Pour faire le point complet sur ce salon qui, je le rappelle, ouvrira ses portes demain, nous recevons le vice-président de la commission agriculture de la CTM, Lucien Adnet. Bonsoir à vous. Oui, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, c'est la première édition organisée par la CTM. Pourquoi avoir mis autant de temps avant de mettre en place ce rendez-vous très apprécié par les familles? Il faut comprendre que nous avions comme projet d'organiser le premier salon en 2017. Mais tout le monde sait ce qui s'est passé avec des aléas climatiques, non seulement en Martinique, mais dans toute la région. Et les agriculteurs n'avaient pas le cœur à l'ouvrage. Donc, les agriculteurs avaient d'autres plaies à penser. Et c'est ce qu'il faut comprendre, c'est la raison principale pour le report de cette manifestation. Et puis il y avait les assises qui ont été réalisées en décembre et il fallait quand même laisser un petit délai entre les assises et le salon. Alors, comme chaque année, il y aura des produits de chez nous, des animaux, de la restauration locale. Le thème de cette année, les agricultures durables en Martinique, diversité et perspective. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Alors, il faut comprendre bien qu'aujourd'hui, il faut inventer un nouveau modèle de développement agricole. Et les agriculteurs l'ont compris déjà depuis longtemps. Une agriculture qui est nourricière pour la population, mais également pour les visiteurs. Une agriculture qui utilise presque pas de pesticides d'origine chimique. Alors justement, donc, une agriculture soucieuse de la protection de l'environnement, donc une agriculture qui va répondre aux attentes des consommateurs. Alors justement, le problème de chlordécone n'est pas nouveau, hein, mais comment rassurer la population sur les produits qui seront mis en vente? Alors là, tout le territoire martiniquais, tout le territoire agricole n'est pas contaminé par cette molécule de chlordécone. Nous avons des terrains sains, et puis il y a quelque chose qu'il faut dire, c'est que nos agriculteurs sont suivis par des techniciens, par des encadrants, des ingénieurs, des gens qui peuvent les aider dans l'utilisation, dans la mise en place de ces cultures. Nous avons donc aujourd'hui un certain nombre de formes d'agriculture, que ce soit l'agriculture paysanne, l'agriculture organique, l'agriculture bio, l'agriculture agroécologique. Mais toutes ces formes d'agriculture, ce sont des agricultures qui utilisent des pesticides naturels, nous appelons ça des insectifuges naturels, pour lutter contre les parasites, et nous arrivons à un produit beaucoup plus simple pour le consommateur. Et nous avons fait la preuve aujourd'hui que les agriculteurs peuvent vivre de leur métier, peuvent vivre de cette agriculture.
Alors justement, donc les visiteurs pourront en discuter justement avec les agriculteurs, les exposants. Il y a un autre point négatif qui est souvent soulevé, qui revient régulièrement. Les produits locaux coûtent souvent très cher, plus cher que ceux importés. Est-ce qu'il y aura des tarifs salons? Alors, il ne s'agit pas de marché, il s'agit de salon. Alors, je dois dire que nous allons mettre en avant l'accent sur l'aspect pédagogique, l'aspect démonstratif. Ça sera quand même possible d'acheter sur place? Oui, il y aura de la vente. Il y aura de la vente, puisqu'il y aura une part de marché. Les visiteurs pourront acheter des produits végétaux, des produits animaux, donc des produits de l'agroalimentaire. Mais nous avons, dans ce salon, il faut voir qu'il y aura toutes les composantes de l'agriculture martiniquaise et de l'économie rurale dans toute leur diversité. Donc c'est ça. Donc nous avons toutes les productions végétales, toutes les productions animales, toutes les coopératives seront présentes à cette manifestation, toutes les associations agricoles, tous les organismes qui encadrent les agriculteurs, les organismes de recherche, enfin, les institutionnels. Alors, j'en profite pendant que j'ai un élu de la CTM pour poser la question plus largement par rapport au coût de la production locale. Quels sont les pouvoirs des politiques locaux d'accompagner les agriculteurs qui sont souvent soumis aux caprices du temps, on le sait bien, pour les accompagner dans leurs tarifs, pour proposer des tarifs un peu plus réduits? Alors, ce que je peux dire, c'est que je suis là en tant que vice-président de la commission agriculture de la CTM. Je ne peux parler que pour la CTM. Même si... Mais justement, est-ce que la CTM a un pouvoir? Est-ce que la CTM peut accompagner les On peut accompagner. Vous savez, quand on accompagne un agriculteur, ne serait-ce qu'au niveau de la banque de terre, nous avons mis en place ce que nous appelons une banque de terre pour les agriculteurs. C'est-à-dire la CTM a acheté des terrains qui étaient mis en vente et ces terrains sont rétrocédés aux agriculteurs. Donc, les agriculteurs qui arrivent n'ont pas à faire cette dépense d'achat de terre, puisqu'ils n'auront que tout simplement un loyer à payer, un loyer assez modéré. Donc, c'est une manière de s'installer à moindre coût. Donc, vous voyez bien que les crédits dont disposent les agriculteurs pourront servir à faire des investissements. Donc, il sera un peu aidé aussi. On est en période d'orientation. Est-ce qu'on peut encourager les jeunes à se lancer dans l'agriculture aujourd'hui en Martinique? Ça fait plusieurs décennies que je suis des agriculteurs, que j'encadre les agriculteurs. Je sais que c'est un métier qui a des difficultés, qui connaît un certain nombre de difficultés, qui rencontre un certain nombre de difficultés, mais il y a énormément de joie, énormément de bonheur au niveau de ce métier. Donc, vous savez, quand un agriculteur plante, quand un agriculteur cultive, donc il participe à la protection de la biodiversité. Il participe aussi à faire en sorte que nous ayons un paysage très agréable aussi chez nous. On sent que vous êtes passionné. Oui, oui. Donc, et puis, nous avons des aides, nous avons des dispositifs d'aide, que nous avons des dispositifs financiers d'aide pour accompagner les agriculteurs en dehors des dispositifs qui relèvent des fonds européens. Alors, ce qu'il faut dire également, c'est que nous attendons le maximum de visiteurs sous cette manifestation. L'entrée est gratuite. D'accord. Donc, on pourra venir vendredi, retourner samedi, retourner dimanche et même faire plusieurs tours sur le salon pendant une journée. Donc, je demande, et c'est un appel que je lance à la population martiniquaise. Et à tous les visiteurs de passage, venez rendre visite aux professionnels de l'agriculture parce que ce sont des personnes qui vont nous montrer qu'ils ont bien compris la tâche qui leur incombe et donc il faut leur donner ce coup de main.
Très bien, merci à vous C'est d'avoir moi qui répondu vous à nos remercie. questions. Et on rappelle que le rendez-vous est fixé dès demain matin, 9h 9h, au stade jusqu'à Pierre 19h. Alécoeur jusqu'à 19h. ce dimanche. Oui. Merci à vous. Attention, mauvaise nouvelle pour les automobilistes. Le prix du carburant va augmenter à partir de ce soir minuit. Plus 7 centimes pour le samplon qui passera de 1,44 € à 1,51 €. Plus 7 centimes également pour le gazoil qui passera de 1,24 € à 1,31 €. Mauvaise nouvelle également pour les foyers qui cuisinent au gaz puisque le prix de la bouteille passera à 22,38 €, soit une hausse de 1,15 centimes. Restez avec nous à suivre dans cette édition. Les habitants de Vieux-Fort en Guadeloupe se remettent difficilement du passage de l'ouragan Maria. Ils étaient peu nombreux à avoir souscrit une assurance habitation et le coût des travaux est très élevé. Et puis la journée mondiale sans tabac, nous ferons le point sur la cigarette électronique présentée comme une alternative au tabac classique. Je vous le disais, la Guadeloupe se remet difficilement du passage de l'ouragan Maria. Parmi les communes les plus touchées, le Vieux-Fort. Les habitants sont peu nombreux à avoir souscrit une assurance habitation et peinent aujourd'hui à faire les réparations nécessaires à leur maison. C'est un reportage d'Anne-Elisabeth Artsen et de Moïse Dexter. Si pour certains, Maria est déjà un lointain souvenir, pour d'autres, c'est loin d'être le cas 8 mois après. Cet épisode cyclonique bouleverse encore leur quotidien. Il partait toute moitié à avant moi, à 2h du matin. J'avais 2 enfants, moi, en case là, il y a un petit copier. Et le dernier là, il était bien, mais il était plus malade du moins. L'assurance restait 3 mois. Et l'argent là, enfin, toiture à case là, seulement nous payé pour réparer. Et il restait d'autres affaires. On était obligé d'interrompre. Monsieur là dit pas aller plus loin parce qu'on tenait plus l'argent pour te payer. Alors ça il a resté, c'est peinture. Dans son moi ça fait peinture là. Et puis, électricité à payer et carrelage. Marie-Lucie, qui n'a pas hésité une seconde à héberger sa mère et son frère, continue à faire les démarches nécessaires pour qu'ils puissent enfin réintégrer leur domicile. Elle s'est bien occupée de moi hein, quand j'étais petite. C'est elle qui m'a élevée, j'ai grandi. Ah ben, maintenant, c'est à mon tour. Et quand ils ont débarqué, ils n'avaient pas grand-chose sous la main. Les vêtements mouillés, etc. etc. Et pour la maison, j'ai dû faire pas mal de démarches, appeler l'assurance, etc., etc. Lorsque le montant est arrivé, j'ai été voir un entrepreneur. Et l'entrepreneur, quand il a fait le devis dépassait le montant qu'a versé l'assurance. Et du coup, il fallait que moi, de mon côté, que j'investisse. Certains résidents n'ont donc toujours pas pu tourner la page. Et Maria et ses conséquences rôdent encore à Vieux-Fort, 8 mois après. Aujourd'hui, 31 mai, journée sans tabac. La cigarette causerait 78 000 décès prématurés chaque année en France. Une alternative est apparue depuis quelques années. La cigarette électronique sont-elles moins nocives? Voyez ces éléments de réponse avec Gaël Wassim. Patch, injection, chewing-gum, les moyens sont nombreux pour lutter contre le tabac, et ce, avec plus ou moins de succès. Certaines méthodes ont néanmoins pu faire baisser l'addiction à cette habitude qui est considérée comme la cause de la mort prématurée de 78 000 personnes en France chaque année. Nous avons décidé de nous pencher sur la vapoteuse, qui fait de plus en plus d'émules parmi les fumeurs. Mais c'est quoi en fait la vapoteuse? Une vapoteuse, c'est un appareil électronique qui est composé d'une batterie, d'un cliromiseur dans lequel il y a une résistance. Et dans ce cliromiseur, on y insère un e-liquide. Ce e-liquide, il va être chauffé grâce à la résistance et il va produire une vapeur. Donc à l'inverse de la cigarette, au lieu de produire une fumée, la cigarette électronique produit une fumée artificielle, une vapeur. Claude, ancien fumeur devenu vapoteur, nous explique que la cigarette électronique lui a sauvé la vie. J'ai fumé pendant 25 ans, je fumais 2 paquets par jour. Et j'en ai eu marre à un moment, j'ai voulu arrêter et j'ai essayé la cigarette et j'ai arrêté tout de suite, en fin de compte. Le premier jour que j'ai essayé, j'ai pu retoucher une cigarette depuis. On se sent mieux déjà, on récupère beaucoup de choses qu'on a perdues au niveau du souffle, au niveau de l'odorat et tout.
Et puis voilà, on sent déjà, au bout d'une semaine, on sent déjà la différence. Un avis partagé avec Kim qui retrouve avec la vapoteuse les mêmes bienfaits que dans la cigarette. On va retrouver donc les mêmes sensations que la cigarette traditionnelle. Avec ça, on va avoir le geste, les sensations, le goût de tabac pour ceux qui aiment, et on va avoir avec les dangers en moins. Complètement arrêté la cigarette classique, vraiment j'arrête, je fume plus. Moi ça s'est fait assez rapidement, voilà, on va dire un petit mois, c'était passé. On a la nicotine dans la cigarette électronique, ce qui fait qu'à partir du moment où on vapote, on fume plus de toute façon. Après ça appartient au vapoteur, lui, de continuer ou pas. C'est un choix en fait. Il y en a qui par habitude ils vont revenir à la cigarette traditionnelle, mais théoriquement on a la nicotine et les sensations, il n'y a aucune raison que ça prenne plus d'une journée. Pourtant, si la vapoteuse fait baisser le nombre de fumeurs, elle est aussi devenue un objet de mode et d'addiction, surtout pour les jeunes. Beaucoup de personnes, surtout les jeunes, ont tendance à commencer à vapoter plutôt que de fumer des cigarettes, car justement, ils connaissent les effets nocifs de la cigarette et préfèrent vapoter avec un taux de nicotine à 0. Donc, ils vapotent uniquement de la vapeur et un goût qu'ils choisissent eux-mêmes. Il peut être possible d'être accro. Car la cigarette, l'effet de fumée, en fait, déclenche dans le cerveau la zone du plaisir, la zone de la récompense. Et la cigarette électronique, c'est la même chose, parce que c'est la gestuelle et c'est psychologique. Donc si on aime fumer, si on aimait fumer, on aimera vapoter. La cigarette électronique, le nouveau moyen de lutter contre le cancer des poumons, certains y croient. Information pratique avant de refermer cette édition à l'attention de ceux qui souhaitent faire un don de sang demain. Notez qu'un camion de l'EFS sera stationné de 13h à 18h sur le parking de la Grande Récré et de Bureau Vallée à Cocotte-du-Cos. Et puis, comme chaque jour ouvré, une équipe sera également à votre disposition de 9h à 16h à la Maison du Don, derrière le CHU Pierre-Zobda Kittmann au quartier Laménard à Fort-de-France. Et c'est la fin de votre journal local et régional, mais ne bougez pas, la tranche info continue. On retrouve Régine Germani comme chaque soir et en pays. À tout de suite.